en rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Ben, il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine, bonjour. Bonjour, Mario. C'est que tu es ma confidente et de temps en temps, il faut que je me confesse à toi. Tu sais que je l'ai déjà fait, moi. Finir un point de presse en disant d'une merde là, qui traînait dans l'actualité depuis quelques jours. Bon, là, le débat est clos. Là, j'espère que tout le monde le comprend. Quand toi-même, à propos de tes propres problèmes, tu déclares la chose close, c'est exactement ce que fait Gabriel ce que fait Gabriel Nadeau-Dubois hier en disant l'affaire Boisy, là, j'espère que tout le monde le comprend, les partis d'opposition l'entendent bien, là, c'est clos. Je pense pas que c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'aurais envie de dire, prends tout, aujourd'hui, là, mon Dieu que je voudrais pas être dans les souliers de Ruba Gazal. Je voudrais pas être dans les souliers de Gabriel Nadeau-Dubois parce que il va y avoir différentes motions, tant de la part du gouvernement, du Parti libéral du Québec, que du Parti québécois, qui va finalement dénoncer d'une manière un peu différente à chaque fois ce qui s'est passé, ce qui a été dit la semaine dernière, tant l'expression la construction de l'autre que la question du racisme, la question de la discrimination, les mots qui ont été utilisés. Il va être déposé, en fait, ils ont déjà été soumis aujourd'hui. Comment Québec solidaire va réagir? Moi, je sais qu'il y a un caucus spécial aujourd'hui à 10h à Québec solidaire. Il y a eu une réunion spéciale hier soir aussi, selon notre collègue Paul Larocque, hier soir, les instances, on ne sait pas trop lesquelles, mais il y avait des réunions spéciales hier soir aussi, là. Le politburo s'est rassemblé hier. Oui, OK. J'ai pas dit et là, comme ça. Le caucus. Là, c'est le caucus. Puis tu sais, imagine, Mario, premier caucus de Ruba Gazal à titre de co-porte-parole. Première période de questions de Ruba Gazal à titre de co-porte-parole. Première période de questions de Ruba Gazal à titre de co-porte-parole. Qu'est-ce qu'elle doit gérer? 3 motions qui vont être déposées par le gouvernement et les oppositions pour dénoncer un des leurs qui refuse de s'excuser, qui refuse de faire acte de contrition et qui finalement voit ce qui a été décidé par Québec solidaire cette fin de semaine comme une victoire pleine et entière, lui revenant. Mais là, les canons se retournent un peu, puis je parle autant des partis d'opposition que même des commentateurs dans l'actualité, puis même des courriels qu'on reçoit du public, là, vers... Au-delà d'Arun Boisy, l'individu, vers Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba Gazal, c'est-à-dire qu'il y a comme un questionnement sur le leadership de Québec solidaire. Déjà, cette histoire de leadership à deux têtes, c'est comme si les gens disent, ouais, dans un autre parti où il y a un chef, là, voici le genre d'exemple où le chef mettrait le pied à terre et dirait, c'est ici que ça s'arrête, là. Ben, c'est comme si on était en train d'assister à une implosion de Québec solidaire et de son modèle de gouvernance là au ralenti. C'est un chef qui n'a pas un co-porte-parole, 2 co-porte-parole qui n'ont pas les pouvoirs d'un chef là. Ils disent que 2 têtes valent mieux qu'une, mais ici il y en a aucune qui vaut quelque chose comme un chef puisqu'ils peuvent pas sanctionner des députés qui ont qui tiennent des propos déplacés. Imagine si c'était disons plus grave, plus criminel, plus dans le sens où quelque chose de plus condamnable avec la loi. Est-ce que comment ils agissent? Ils le suspendent puis ils organisent un congrès pour que ça soit avalisé par les militants. Ça ne tient pas la route. Et Gabriel Nadeau-Dubois, je pense qu'il en a assez. Puis ce matin, il y a une chronique absolument brillante, celle de notre collègue Emmanuel Latraverse, qui dit que en fait Gabriel Nadeau-Dubois devrait tout simplement claquer la porte de Québec solidaire. C'est un parti qui n'est pas gouvernable. C'est un parti qui ne peut pas être dirigé, qui ne peut pas avancer, qui est pris entre ses militants, son militantisme extrémiste et finalement trop de démocratie, il y a comme une absence de démocratie parce que il y a même pas les fondements même d'un parti politique qui a une gouvernance qui peut être un tant soit peu agile. Et honnêtement, si c'est ça le modèle que Québec solidaire veut appliquer au Québec, là, on est dans rien de bon, là, si c'est le genre de gouvernance qu'ils veulent appliquer à l'État québécois. Mais Arun Boisy, que va-t-il faire aujourd'hui? Va-t-on lui retirer d'ailleurs son titre de porte-parole en matière de finances et d'économie? Parce que cette semaine, c'est majeur, là. Ça va être le porte-parole en vedette cette semaine, par les événements, je parle.
C'est lui qui va devoir se lever pour donner la réplique à Éric Girard sur la mise à jour économique, dire quelles sont les attentes, déchirer sa chemise. Quelle crédibilité est-ce que Haroun Boisie a aujourd'hui pour parler au nom de Québec solidaire et de se présenter devant les médias tout bonnement comme ça? Ça va tourner au cirque, toute façon, évidemment. de toute façon, il n'y a pas un média qui va lui poser une question sur l'économie, les finances. Il n'y en a aucune et ça va maintenir cette nouvelle-là dans le cycle de nouvelles à chaque déclaration. Je pense que la réunion de ce matin, là, M. Boisie, là, s'il a encore un tant soit peu de considération pour sa formation politique, il devrait se retirer par lui-même. Il devrait laisser à tout le moins son poste de critique en matière d'économie, laisser la tempête passer pour ne pas exposer encore plus Québec solidaire à des journées aussi affreuses que les dernières journées. Et là, on n'a pas parlé de tension. Oublions les militants. Oui. Il semble que dans le caucus, dans les députés de Québec solidaire, il y en a une couple qui sont vraiment, vraiment furieux de son message là, sur X, après l'espèce de message triomphaliste après le congrès du parti. Moi, personnellement, je pense que ça passe pas. Il a fait une erreur. En fait, peut-être pour lui, c'est pas une erreur. Il a fait il a fait un geste, là, tu sais. Mais ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Quand tu pensais que c'était fini, d'en rajouter, puis lui, de se dire, là, tu sais, heureux, puis renforcer. Mais il est pas très aimé au caucus, hein. Là, je pense qu'il est encore moins. Non, mais là encore moins, mais déjà à la base, on disait qu'il y avait des tensions avec Rubagazal. On dit qu'il ne porte pas nécessairement Rubagazal dans son cœur et qu'il aurait même essayé de pousser d'autres députés du caucus de Québec solidaire à se présenter contre elle à cette course au co-porte-parole-là parce qu'il ne voulait pas qu'elle devienne co-porte-parole. Est-ce que c'est une manière de saboter sa fin de semaine encore plus? La question se pose. Ça peut-tu être ça? La question, je me demande, tu peux pas être, il faut vouloir, là, pour être pris, puis être tweeté encore, puis envoyer des messages dimanche soir après que t'aies déjà gâché la fin de semaine, là, tu sais, ça prend de la volonté pour faire ça, puis visiblement, il en a beaucoup. Sondage sur la place de la religion dans les écoles, pour les 3/4 des Québécois, c'est non. C'est non, ni dans les écoles privées, ni dans les écoles publiques. Puis c'est ce qui est intéressant, c'est que François Legault s'accrochait à maintenir le financement des écoles privées dites confessionnelles. Mais là, on parle de 62% des Québécois qui disent on veut rien savoir du financement des écoles religieuses au Québec, privées religieuses. Et ça, c'est sans oublier la question, en fait, l'environnement laïque scolaire et que les valeurs religieuses devraient être enseignées à la maison, jamais dans un cadre scolaire encore moins subventionné par l'État. Le message ne peut pas être plus clair pour le gouvernement de François Legault qui mène cette réflexion-là. On le sait que le ministre Roberge et le ministre Drainville ont été mandatés pour réfléchir à cette question. Mais il me semble que François Legault, il aime les sondages, à les regarder puis à gérer avec les sondages. Ben là, celui-là, il est clair. Mais pour moi, parce que là, il faut qu'on définisse ce que c'est que des écoles privées religieuses, puis il y a comme 3 catégories, puis tu vas me voir aller. C'est celle du milieu. Je pense que celles qui ont juste le nom religieux, un historique religieux, puis qui enseignent le programme sans religion, ça va passer. On les considérera pas. Bon, présentement, on le sait pas, là, tu sais. À l'autre extrême, ceux qui ont un programme entièrement religieux, ça, je pense qu'il va y avoir une révision. On va leur dire, soit tu perds ton financement, soit tu changes ton programme. L'exemple est entre les deux, là. La zone grise est entre les deux. Il semble qu'il y a certaines écoles qui ont un historique religieux, qui enseigne le programme entièrement, là, sans religion, le programme tel quel, mais, exemple, le midi. Plutôt que d'aller jouer au basket, au ping-pong ou d'être dans Génie en herbe, tu peux faire des études bibliques ou du Coran, peu importe, mais tu peux avoir un atelier pastoral, un atelier religieux. Qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? Est-ce que la religion comme activité parascolaire, c'est assez pour faire condamner une école à fermer, là, ou à perdre son financement, mais ça revient, ils vont fermer, là, ils pourront pas survivre. Donc, est-ce que ça doit être jugé comme inacceptable? Pour moi, c'est la zone grise, parce que les deux autres, je pense que quand on va arriver dans le débat, ça va se clarifier. Là. Mais c'est, en fait, tant que la religion ou la culture autre ou la langue, parce qu'il y a aussi des cours de langue arabe, yiddish, name it. Aussi, c'est un bon exemple. Tant que ça fait partie des activités parascolaires, mais que le cursus scolaire, que ça rentre pas dans les heures de cours, moi, j'ai aucun problème avec ça. Là, il y a des écoles religieuses. Bon, moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais là, je suis pas sûr, tu comprends? C'est là, à mon avis, qu'il va y avoir un débat, parce qu'il y a d'autres gens qui disent non, s'il y a toute religion enseignée à l'intérieur des murs d'école, on ferme, on coupe,
Moi, Mais des c'est là- activités parascolaires, ça me dérange pas, puis les activités parascolaires doivent être payées par les parents à 100%, puis pas financées par l'État. Ça, il n'y a pas de problème. Mais Mario, je te dirais que le religieux dans les écoles privées confessionnelles, c'est au-delà de ce qui est enseigné. Je te donne un exemple. Il y a une école musulmane qui, par ailleurs, fait partie des meilleures écoles dans le palmarès qui a été donné, mais qui oblige les filles du secondaire à porter le voile. Ouais, Est subventionné. c'est une autre affaire. On fait quoi avec? Tu sais, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser, la question de la ségrégation des filles et des garçons. Ça, ce sont des valeurs qui viennent toucher la laïcité, qui viennent toucher nos valeurs. On fait quoi avec ça? C'est dans des écoles juives. Il y a au-delà du cursus, de ce qui est enseigné, il y a la vie scolaire. Est-ce c'est une vie scolaire religieuse ou pas? C'est là où le gouvernement va devoir trancher. Excellents exemples, oui, ça me porte à réflexion. Et finalement, rapidement, c'est l'article de... En fait, c'est Francis Veil de la presse qui fait une suite. La semaine passée, il disait il y a des garderies qui sont religieuses, c'est-à-dire ou sur une base ethnique ou religieuse, essaient de regrouper des enfants de la même communauté. Et là, il nous dit cette semaine, non, mais on pensait que ça venait des garderies ou que ça venait des milieux ou que ça venait des communautés, mais là, il vient de trouver que peut-être il y en a une bonne partie qui vient du ministère lui-même. Ben, c'est le ministère qui a proposé ces critères-là. Tu sais, imagine, le ministère propose des critères aux différents CPE, puis ils peuvent déterminer lesquels s'appliquent à eux ou pas. Et parmi les critères, ben non seulement il y a l'origine ethnique ou culturelle ou religieuse des parents, mais il y a également la date d'arrivée au Québec. Là. C'est un nouvel arrivant ou un immigrant. Il y a certains CPE qui vont dire que tu es priorisé par rapport à ceux qui attendent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, dans cette liste d'attente. C'est un non-sens. Puis l'exemple qui est donné par Francis Veil, moi je le trouve éloquent. Tu sais, une femme québécoise, d'origine québécoise, blanche, tout ce qu'on veut, qui est sur sa liste d'attente depuis bien des mois. Elle apprend qu'il y a du monde qui vient d'arriver du Québec, qui passe avant elle, alors qu'elle est prise avec son enfant qui a 10 mois à la maison. Toujours pas de place parce qu'elle n'est priorisée ni par l'origine ethnique, ni par le fait qu'elle soit une immigrante nouvelle arrivante. Il y a de sérieuses questions que le gouvernement propose et suggère ces critères-là, qui sont franchement, là, moi, ahurissants tant qu'à moi. Là, ça devrait être, si c'est un système universel, il est universel pour tout le monde ou pour personne. Donc, tu l'amènes de l'aspect de la justice. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais ajouter un autre aspect. Il me semble que les CPE, leur rôle, c'était l'intégration, la mixité. Alors, quand on dit on veut accueillir dans certains CPE, on met en priorité tous des nouveaux arrivants. On dit, OK, mais c'est tout le contraire de ce qui était le but, de faire une intégration. Je sais pas, il y a quelque chose là, qui s'est perdu en chemin. Là. Mais c'est moi le fait que ce soit le gouvernement qui favorise ce genre de pratique alors qu'il devrait y avoir une liste d'attente pour tout le monde et que finalement on s'en fout de ta religion, on s'en fout de ton origine ethnique, on s'en fout du moment où tu es arrivé ici, c'est une liste pour l'ensemble des Québécois peu importe leur origine et que les enfants québécois aillent dans les CPE subventionnés par le gouvernement. Moi, je pense que Madame Roy, Suzanne Roy, la ministre de la Famille, va devoir s'expliquer parce que peut pas dire que oui, il y a des changements qui s'en viennent. Pourquoi a-t-elle maintenu ça des années durant? Yasmine, merci beaucoup. Bye bye.